Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investisseur Immobilier. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement immobilier en Allemagne. Mon nom c'est Cherubin Wamba, agent immobilier conseiller financier en Allemagne. Aujourd'hui, nous parlerons du financement. C'est quoi le financement? Comment est-ce qu'on obtient un bon financement? Et quels sont les points importants à savoir en ce qui concerne ce financement? Donc, sur ces points, nous essaierons de nous attarder aujourd'hui et j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous apporterai d'amples explications qui pourront vous aider. Si vous trouvez cette chaîne intéressante et les vidéos que je partage intéressantes, vous pouvez vous abonner et vous pouvez également partager avec vos amis et connaissances, car le but c'est de sensibiliser le maximum de personnes à s'y intéresser à l'immobilier, car c'est un investissement très important. Et vous pouvez également commenter la vidéo dans l'optique de me permettre d'améliorer la qualité et le contenu dans des prochaines vidéos. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on parlera des financements. Pour acheter une maison en Allemagne, il y a deux possibilités. La première est, vous pouvez l'acheter bas. Si vous avez de l'argent, vous pouvez aller au vendeur et la maison vous appartient. Vous allez juste aller chez un notaire et signer le contrat de vente et la maison vous appartient. Mais étant donné que l'immobilier est un investissement où on parle des centaines de milliers d'euros, en général, c'est généralement difficile d'avoir cet argent et d'acheter la maison directement. Et la plupart des gens utilisent ce effet levier de frein de capital, donc cette possibilité de pouvoir utiliser le capital venant des banques. Du coup, les banques sont dans le centre de cet investissement. Et pour cela, pour acheter un bien immobilier, il faut trouver une banque donc, qui vous prête de l'argent pour que vous partez acheter ce bien immobilier. Entrons donc dans le vif du sujet. Le financement est composé de deux points très importants, à savoir l'un des points c'est le TINS, le taux d'intérêt, et l'autre point c'est le Tilgung, le taux de remboursement du crédit. Donc le TINS est compris actuellement entre 1,3 et 2%. Et lorsqu'on compare il y a cela 10 ans, le TINS était compris entre 4 et 5%. Donc lorsque vous prêtez du crédit à la banque, vous deviez rembourser environ 5% du taux d'intérêt chaque année. Aujourd'hui, les TINS ont baissé parce que la EZB, c'est-à-dire la European Central Bank, la Banque centrale européenne, entre 2019 et 2020, ont imprimé des milliards d'euros et ont prêté aux banques parce que la EZB, disons, c'est la Central Bank, comme le nom le dit, et les autres banques viennent en dessous. Donc, ils ont imprimé de l'argent, ils ont prêté aux banques pour que les banques fassent tourner cet argent. Et pour pouvoir tourner d'énormes quantités d'argent, il faut bien attirer les créanciers. L'attirance des créanciers se joue au niveau du taux d'intérêt, raison pour laquelle le taux d'intérêt a baissé. Donc actuellement, comme je dis, on est entre 1 et 2%. Et comment est-ce on se retrouve entre 1 et 2%? C'est simple, lorsque vous avez une bonne crédibilité, une bonne bonité, c'est-à-dire vous n'avez pas de crédits de consommation, vous n'avez pas des charges trop élevées, vous avez un bon salaire et parfois aussi vous avez même cet apport personnel d'au moins 10% de la somme que vous voulez prêter à la banque, c'est-à-dire que vous allez acheter une maison de 200 000 euros et que vous avez au moins 20 000 euros sur votre compte. Ce sont des points positifs aux yeux de la banque sur lesquels elle peut juger, parce qu'avoir de l'argent, je l'ai expliqué dans une des vidéos plus haut, avoir de l'argent montre à la banque que vous connaissez et gérer vos finances. Raison pour laquelle la banque ne voit pas un trop grand risque, parce que plus le risque pour la banque de vous prêter son argent est élevé, plus ça joue au niveau du TINS. Donc ceux qui arrivent à 2% sont des gens par exemple qui ont des crédits de consommation, qui ont des charges très élevées, et des gens même aussi qui ont des choufa, des contraignants entre la banque lorsque vous prêtez de l'argent. Elle fait ce qu'on appelle généralement le risque de touche là. Donc c'est comme ça que vous pouvez vous voir en train d'avoir un investissement à un taux d'intérêt de 1,8%, voire 2%, comme je l'ai dit. Donc tout dépend de votre crédibilité. D'un autre côté, on a le Tilgung. Le taux de remboursement, il est compris généralement entre 2 et 3%. 3% et plus, c'est très rare. Parfois, sauf si le client veut lui-même payer rapidement le crédit. Donc le taux de remboursement, le Tilgung, comme je l'ai dit, 2% c'est pour des gens qui ont moins de 40 ans. Et à partir de 40 ans, la banque exige un Tilgung élevé, donc un taux de remboursement élevé de 2,5 à 3% minimum. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, nous sommes sans ignorer qu'on va en retraite à 65 ans. Et lorsque vous achetez une maison et que vous êtes déjà à la quarantaine, la banque aimerait qu'avant que vous allez en retraite, que vous ayez à rembourser la totalité du crédit. Et pour ceux qui veulent rembourser le crédit rapidement, pour une maison en location, que le locataire lui-même s'en occupe indirectement, je pense, si vous êtes jeune, ça ne vaut pas la peine de vouloir rembourser rapidement, car l'immobilier, comme je l'ai dit tantôt dans certaines de mes vidéos, c'est un investissement sur le temps. Laissez le temps que votre immobilier prenne vraiment le temps de s'autofinancer. Donc,
C'est ça le Tilgoum en fait, le taux de remboursement. Le troisième point sur le financement, il y a le temps, le lifetime. Combien de temps est-ce que ça prend pour pouvoir fixer un taux d'intérêt ou un taux de remboursement auprès de la banque? Généralement, dans l'immobilier à but locatif, donc dans un capital en large, la banque prête le crédit sur 10 ans. Pourquoi sur 10 ans? Car, comme je l'ai dit tantôt, il y a cela 10 ans, les taux d'intérêt étaient compris entre 4 et 5%. Aujourd'hui, on est descendu entre 1 et 2%. La banque ne sait pas si après 10 ans, le taux d'intérêt va également augmenter. Pour constater, selon cette explication, que le taux d'intérêt, c'est un truc qui varie. On peut être aujourd'hui à un taux d'intérêt de 1,5% à une banque, et la semaine prochaine, elle vous dit on a 1,6 ou 1,7%. Tout dépend du marché et de leur calcul à l'interne. Donc, sur 10 ans, c'est généralement le truc de base, mais également, il faut discuter avec une banque où vous voulez un crédit sur 15 ans, ou vous voulez sur 25 ans. Mais toujours est-il que quand c'est une maison en location, on conseille généralement à un acheteur qui achète surtout pour peut-être revendre après 10 ans. On conseille de prendre d'abord le crédit sur 10 ans, parce qu'après 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Après 10 ans, la maison qui valait 200 000 euros vaut désormais minimum 240 000 euros si on prend un taux d'inflation de 2% par an. Et après 10 ans, disons que vous avez remboursé 50 000 euros à la banque. Une maison de 200 000 euros, ça veut dire que vous devez encore à la banque 150 000 euros après 10 ans. Et votre maison vaut désormais 240 000 euros. Cette différence entre 240 000 et 150 000, si vous vendez la maison, c'est déjà ça votre bénéfice. Mais si vous voulez continuer avec un nouveau financement, la banque voit que votre maison vaut désormais 240 000 euros, mais le crédit de la maison est 150 000 euros. Donc le risque pour la banque est désormais bas. Ce qui fait qu'il n'y a plus de raison à ce que la banque ait un taux d'intérêt très élevé comme au départ. Et le Tilgoum également, à ce moment, vous pouvez maintenant demander un Tilgoum élevé pour pouvoir rembourser facilement, parce que en 10 ans, votre loyer a augmenté. Le loyer augmente au fur et à mesure que le temps passe. La maison a pris de la valeur. La maison s'autofinance certainement. Ça vous apporte déjà un cash flow positif. Et vous pouvez réinvestir ce cash flow positif dans votre bien si vous voulez vraiment rembourser rapidement. Donc, on conseille généralement d'attendre au moins 10 ans avant d'élever le Tilgoum. C'est plus rentable. Donc, une fois qu'on a parlé du lifetime, on peut maintenant entrer dans les financing modèles. Quelles sont les formes de financement que nous avons dans le monde? Il y a plusieurs, mais je vais m'attarder juste sur les deux les plus récurrents et les plus importants. Le premier, c'est l'annuité Darlene. Donc, un crédit quand on vous prête, il y a juste ces deux entités, Tilgoum et Tins. Donc, peut-être on vous dit le Tins 1,5%, le Tilgoum c'est 2% que vous allez rembourser au fur et à mesure que le temps passe. Et plus le temps passe, plus le Tins baisse et le Tilgoum augmente. Comment est-ce que ça s'explique? C'est juste qu'on paye le Tins toujours sur le reste chaud, c'est-à-dire le crédit restant. Disons, la première année, on a un crédit de 200 000 euros. On verse 1,5% à la banque du taux d'intérêt. L'année suivante, en admettant qu'on a remboursé à la banque, disons, 3 500 euros. Le crédit n'est plus 200 000 euros, le crédit est désormais 196 500. Donc, les 1,5% maintenant ne seront plus calculés sur 200 000, mais sur 196 500. Ça veut dire que le TIN soit baissé. Et par contre, et cependant, le Tilgoum va augmenter maintenant. Le Tilgoum augmente pendant que le TINS baisse. Le Tilgoum augmente pourquoi? Parce que la banque va avoir chaque mois une traite fixe au fait. Disons, elle veut que par exemple, que son TINS et son Tilgoum soit 500 euros. Elle va passer pendant les 10 ans, elle va prendre 500 euros chaque mois. Et vu que le TINS baisse avec le temps, comme j'ai expliqué tantôt, le Tilgoum augmente pour que ce truc soit fixe. Donc, on a cette annuité Darlene et d'un autre côté, on a ce qu'on appelle le Bauspar Darlene. Le Bauspar, c'est quoi? C'est que le Tilgoum que vous payez à la banque est versé plutôt dans une caisse de panne, dans un Bauspar. Vous connaissez certainement ce qu'on appelle Bauspar Vertrag. D'un Bauspar, d'un côté, il y a plusieurs personnes qui détestent ça parce que le Bauspar en lui, c'est une façon d'épargne que la banque propose aux gens qui aimeraient se construire avec le temps, qui aimeraient acheter leur maison. La banque dit par exemple, si vous voulez 100 000 euros par exemple dans 5 ans pour acheter votre maison, c'est un exemple juste pour passer 100 000 euros en 5 ans, c'est petit. Si vous voulez 100 000 euros en 5 ans pour acheter votre maison, venez donc épargner par mois chez moi, disons 200 euros chaque mois, ce qui fait que si après 5 ans, vous avez épargné la moitié des 100 000 euros que vous avez besoin, je vous donne 100 000 euros et on regarde à quel taux d'intérêt est-ce que vous pouvez me rembourser cela sans problème. Donc au départ, vous épargnez d'abord et à un moment donné, vous prenez maintenant de l'argent et vous payez les titres. Mais cependant, dans le Bauspar Vertrag, ce qu'on appelle les Abschlussgebühren, c'est-à-dire il y a dès le départ une somme quelconque que la banque tire du contrat pour vous avoir donné cela. Mais dans l'immobilier, les Abschlusskosten, c'est pas que vous allez payer ça extra, c'est inclus dans ce type que vous allez payer. Mais d'un autre côté, l'avantage du Bauspar modèle, c'est quoi? C'est que quand vous prenez votre TINS est
sécurisé. C'est-à-dire, si vous prenez un crédit avec un TINS de 1,5%, même si c'est sur 10 ans, après les 10 ans, si vous avez besoin de négocier un nouveau crédit, si les TINS ont augmenté, comme j'ai dit, ce sont des trucs qui varient. Si les TINS sont désormais à 2,5%, le TINS restera 1,5% parce que vous versez de l'argent dans un barge pas fait ce qui ça leur permet de tourner au fait. Donc tout dépend de la forme d'investissement que la banque propose. Et les risques maintenant qui agissent au niveau du TIN sont très simples. Le premier risque, c'est ce que la banque appelle le Geschäftsregion. Donc quand on achète un objet, la banque qui finance aimerait que l'objet ou le client soit dans sa région. Lorsque le client et la maison sont très loin de la banque qui finance, il y a justement ce qu'on appelle le risque touche. Donc la banque dit bon, je ne connais pas, c'est une autre région, je ne m'y connais pas trop, la valeur de l'immobilier là-bas je ne connais pas, le client également, je ne peux pas trop contrôler sa bonité, donc je suis un peu en train d'investir à l'aveugle, je prends un risque et ils font ce qu'on appelle le risque touche là au niveau des TIN, généralement c'est de 0,01% qui peuvent augmenter. Donc ça c'est un point qu'il faut savoir, c'est que plus le risque de la banque est élevé, comme je l'ai dit dès le départ, plus le TIN est élevé. S'il y a ce risque de chef, il y a la bonité du client qui n'est pas bonne, il y a le client qui n'a pas l'apport personnel, il est tout à fait normal que la banque te demande un peu plus de TIN. Donc ça c'est un des points. Et maintenant, les avantages de l'apport personnel. Quand vous avez un rapport personnel, même si vous ne voulez pas investir, la banque voit déjà que vous savez gérer vos finances, vous avez de l'argent qui est là. C'est un point positif. Lorsque vous avez des crédits, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des crédits et qui veulent umschulden, c'est-à-dire qui veulent refinancer des crédits. Si vous voulez refinancer un crédit à travers une banque, le taux d'intérêt aussi, ça agit aussi au niveau du taux d'intérêt. Parce que vous achetez une maison de 200 000 euros, vous avez un crédit de 15 000 euros par exemple. Et vous dites que la banque refinance ces crédits, donc elle prend ce crédit en sa charge. Ça joue donc au niveau du TIN. Ça fait que le TIN également doit être élevé. Et si la banque accepte, parce qu'il y a des banques qui refusent, mais il y a des banques également qui le font. Comme j'ai dit 15 000 euros. Pourquoi? Parce qu'à plus de 15 000 euros, ça devient difficile pour une banque de umschulden un crédit. Et comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, il y a plusieurs personnes qui surestiment leur crédibilité. Ils se disent, bon, comme je travaille, j'ai un salaire de base de 3 000 euros, ça veut dire je peux me permettre de faire ce que je veux, je suis le roi face à la banque, comme on dit généralement, le client est roi. Et moi je dis à tous mes clients que l'immobilier, c'est un investissement modèle où, comme on dit, un Geschäft modèle où il n'y a pas de roi, c'est un truc gagnant-gagnant. La banque te prête de l'argent parce que tu as une crédibilité qui permet de te prêter cet argent et à travers cette créance, la banque se donnera de l'argent avec les taux d'intérêt. Donc elle a gagné. Toi, tu prends de l'argent, tu investis dans un bien immobilier qui va t'apporter également de l'argent avec le temps. Donc toi, tu vas gagner. Le vendeur, lui, lorsqu'il vend, il se fait des bénéfices. Donc, chacun gagne à son niveau. Du coup, il n'y a pas le point que je suis favorisé ou je suis favorable. C'est vrai, il y a plusieurs trucs qu'elle essaie de se protéger avec. Mais c'est la banque qui prend le grand risque. Donc, évitons de dire je suis le client, je suis le roi. Donc, avec le banquier, on essaie de négocier. On n'essaie pas de croire que si on ne prend pas le crédit à la banque, on pourra se permettre. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et un autre point aussi très important, il y a des gens qui me demandent si en prenant le crédit, par exemple, d'une maison de 200 000 euros, est-ce qu'ils peuvent prendre un crédit supplémentaire de 20 000 euros. Donc, on dit à la banque que la maison coûte 220 000 euros pour avoir 20 000 euros gratuitement, si on peut le dire ainsi. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je dis généralement non. Pourquoi? Parce que c'est illégal. La banque, dans son système, a un logiciel qui connaît les valeurs des maisons du secteur où elle finance. Raison pour laquelle, lorsqu'on n'est pas dans le Geschäft qui est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile pour la banque de prouver vraiment la valeur de l'objet. Mais qu'à cela ne tienne, si la banque se rend compte après d'avoir financé qu'on lui avait donné un prix qui n'est pas le prix de la maison, ça peut tourner au vinaigre, ça peut vraiment tourner au vinaigre. Donc ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que lorsque vous avez un conseiller financier qui vous dit qu'il peut faire cela, bien beau vous avez ces 20 000 euros, mais votre capacité financière baisse parce que vous avez acheté une maison qui vaut 200 000 mais qui a été financée à 220 000 euros. Lorsque vous allez avoir besoin de notre financement, la banque va prendre cet objet et elle va se rendre compte que la maison a été financée plus qu'il en faut, et qui fait que ça devient difficile pour vous. Au fur et à mesure, vous êtes en train de creuser votre propre temps. Et j'ai des gens, par exemple, que l'immobilier est devenu pour eux un pire cauchemar parce qu'ils ont entrepris des trucs comme ça. Donc, il faut vraiment faire très attention. Et le dernier point que je dirais par rapport au financement, c'est que, comme j'ai dit tantôt, la banque est le cœur du financement d'un bien immobilier. Ce qui fait qu'il faut vraiment s'arranger pour quelqu'un pour un investisseur actif, pour un investisseur qui cherche lui-même son financement, qui cherche tout. Il faut vraiment avoir il faut nourrir vraiment la relation entre ses banquiers
et sa personne. Donc, appelez le banquier, lui apporter des bonnes nouvelles, lui montrer que vous êtes vraiment crédible. La crédibilité chez un banquier se gagne avec le temps. Vous ne pouvez pas venir juste parce que vous avez gagné de l'argent et croire que le banquier va faire tellement confiance en vous. Et lorsque vous prêtez de l'argent dans une banque, à un moment donné, il y a une limite. La limite dans une banque ne veut pas forcément dire que vous n'êtes plus financiable. Vous pouvez aller dans une autre banque et vous prêter de l'argent parce que, comme j'ai dit, les banques vivent au dépend du crédit. Mais l'autre banque ne vous prêtera l'argent si et seulement si vous lui apportez des faits vraiment positifs. Donc, il faut vraiment prendre soin de sa crédibilité. Et si vous êtes un investisseur normal, c'est-à-dire vous n'avez pas le temps de chercher ces financements vous-même, il est primordial de chercher un bon courtier ou un bon conseiller financier qui peut faire cela pour vous. Et je dois tirer l'attention, ne prenez pas n'importe quel conseiller financier parce qu'il y a plusieurs qui disent qu'ils financent, mais ils vous creusent vraiment votre propre temps, c'est-à-dire vous prenez des crédits à taux d'intérêt élevé, sans aucune issue au fait. Et après avoir acheté 1, 2, 3 biens, vous êtes complètement bloqué, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, vous devez certainement avoir confiance à votre conseiller financier, mais ne croyez pas seulement à ce qu'il vous dit. Essayez aussi de rechercher l'immobilier. C'est un investissement où vous devez avoir des connaissances de base, de pouvoir lui poser des questions sensées, des questions importantes auxquelles les réponses vous apportent un plus. Donc, ne croyez pas à tout ce qu'il vous dit. Comme l'allemand dit, faites écoute, aber contrôler, mais ça contrôle aussi ce qu'il vous dit. Lorsqu'il vous dit un truc, essayez de contrôler. Et comme je l'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que le conseiller financier qui cherche le crédit pour vous, qui prend cette tâche à votre place, qui a des contacts avec les banques, qui a la possibilité de vous trouver ça facilement, avec des taux d'intérêt vraiment favorables, il ne fait pas cela et vous avoir après une facture pour l'avoir fait. La banque avec laquelle il travaille lui verse une commission pour avoir apporté un nouveau client. Donc, un plus également pour vous. Donc, soit vous avez des bons contacts avec les banques, soit vous cherchez un bon conseiller qui peut vous aider dans ce sens. Sur ce, je mettrai fin à cette vidéo qui a beaucoup duré. Et j'espère que les informations par rapport au financement que je vous ai apporté à travers cette vidéo vous aideront. C'était Cherubin Wamba pour vous aider, vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo.